Donc effectivement, c'est un thème qui m'est cher et je remercie Franck notamment de m'avoir invité ici. Donc je travaille chez Foxstream. Je vais présenter en un slide l'entreprise parce que je crois qu'elle n'a jamais eu l'occasion de présenter ici. On a deux domaines d'expertise. On fait de l'acquisition vidéo avec tout ce qui va avec, donc l'enregistrement, la diffusion, l'export. Et puis on fait aussi de l'analyse en temps réel, notamment de la détection d'intrusion en site extérieur, qui est quelque chose qui est vraiment pas facile. Et puis on a aussi de la gestion de files d'attente. Donc on est une PME de 35 personnes avec une équipe de développement et puis une équipe recherche. Et on fait plein de choses intéressantes, du traitement d'image, analyse vidéo, apprentissage statistique, apprentissage profond. Donc voilà, on s'amuse vraiment bien. Donc là, je vous présente, pour attaquer le sujet, voilà, je vous présente le schéma classique d'analyse de données, notamment de machine learning, avec les grandes étapes. Donc on a notre donnée qui arrive, il y a le pré-traitement, l'extraction des caractéristiques, vous construisez un modèle statistique pour expliquer vos données, et puis vous extrayez des scores. Alors derrière score, j'entends, ça peut être la classification, de la régression, ça peut être encore un peu plus large, des statistiques, ça peut être la fameuse valeur P, souvent que les chercheurs aiment bien. Donc voilà, c'est très large. Et donc dans cette présentation, je vais essayer de vous démontrer deux choses. C'est que la normalisation, c'est un terme qui est ambigu, ça peut vouloir dire plusieurs choses très différentes. Et donc d'une certaine manière, c'est un faux ami, c'est un piège. Si vous maîtrisez mal les concepts derrière, ça peut mal se passer pour vous. Et puis, deuxièmement, que ce n'est pas réduit à l'étape du pré-traitement. Souvent, on dit, oui, bah, la normalisation, c'est facile, c'est au début du pipeline. Je vais pas réfléchir, là, c'est pré-traitement. Et puis, après, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus du tout cette notion, on fait sans. Voilà. Donc, je vais essayer aussi de casser cette idée-là. Donc voilà le programme des réjouissances, normalisation au pluriel, parce que justement on va se rendre compte qu'il y en a tout un tas, sur des données univariées, multivariées. Et puis voilà, justement quelques applications pour vous montrer que derrière ces tâches qu'on pourrait appeler haut niveau, eh ben, il y a encore des problèmes de normalisation qui se posent. Alors on attaque, voilà. Donc si je vous dis 42, voilà, parce qu'on aime bien en sciences 42, si je vous dis 42, vous ne savez pas si cette valeur est grande ou petite, donc vous ne savez pas sur cette distribution où est-ce que vous vous placez, si vous êtes très à gauche, au centre ou à droite. Donc si c'est le nombre de kilomètres que vous marchez chaque jour, vous êtes vraiment tout à droite de la courbe, c'est assez exceptionnel. Si c'est votre pointure, bah, vous êtes vraiment au milieu de l'histogramme. Et puis, si c'est le nombre de fois, je ne sais pas, au supermarché ou au péage, où vous dites mince, j'ai encore choisi la file maudite, et ben là, pour le coup, vous êtes probablement très, très à gauche, vous êtes un cousin du Dalai Lama, vous êtes super zen, voilà. Donc, ça veut dire que toute seule, une donnée, elle ne peut pas parler, et ce que vous allez essayer de faire, c'est de la rendre tout de suite compréhensible. Donc ce que vous faites, c'est que vous appliquez ce qu'on appelle une standardisation par z-score. Donc l'équation est assez simple. Vous calculez la moyenne, donc vous retranchez la moyenne à votre valeur, et puis vous divisez par la déviation standard. Donc ça c'est très intéressant parce que ça fait que vos valeurs sont toujours sur une échelle de valeurs que vous maîtrisez parfaitement. Et d'une certaine manière, la valeur du z-score, c'est une distance à la distribution. Vous n'avez plus besoin de savoir vraiment de quoi vous parlez. Si vous avez un z-score de 2 ou de 3, bah vous commencez à être un point un peu exceptionnel. Et puis 0, vous êtes au milieu. Et puis voilà, dans le négatif, vous êtes exceptionnel, mais de l'autre côté de la distribution. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une manière très très intéressante de rendre votre donnée beaucoup plus compréhensible. Alors c'est entre êtres humains, mais c'est vrai entre deux algorithmes, ou en tout cas deux étapes de vos traitements. Mais il y a quand même un mais, cette étape de normalisation elle est très très utilisée, et souvent les gens ont tendance à ignorer ça, c'est que derrière il y a quand même une hypothèse gaussienne, c'est-à-dire résumer une distribution comme ça avec deux paramètres, derrière il y a quand même une grosse hypothèse gaussienne. D'ailleurs vous reconnaissez le z-score hein, dans l'exponentiel, là voilà, c'est vraiment la formule du z-score.
Et en fait, sous hypothèse gaussienne, votre z-score a vraiment une signification très très forte. C'est-à-dire, si vous connaissez la valeur du z-score, vous savez parfaitement la population, la quantité de population dont vous parlez. À la louche, hein, mais si vous êtes entre -2 et 2, la fourchette -2, c'est 95% de votre donnée. Tout le temps. Entre -2,58 et 2,58, vous avez 99% de votre gaussienne. Donc c'est une manière extrêmement, enfin c'est vraiment un sens très très fort, et c'est pour ça qu'on aime bien le z-score. Mais voilà, est-ce que cette normalisation est tout le temps valide? Bah, justement, quand la donnée n'est pas gaussienne, ah, il y a un petit problème sur le slide. Quand la donnée n'est pas gaussienne, et ben ça se passe mal. Donc là, il ne faut pas tout regarder, regardez juste l'image de droite. Donc en haut, vous avez une distribution log normale, et puis on l'a passé à travers un z-score, et vous voyez en bas, il y a des valeurs. Donc effectivement, on sent qu'on a standardisé les valeurs, mais vous voyez que vous avez toujours cette forme un peu bizarre. Et puis surtout, on a des gros problèmes, ça veut dire que on voit que notre 0, il est un peu décalé. On le trouve un petit peu trop à droite. Ça, c'est le fait que les valeurs qui sont ici ont énormément impacté son estimation. Et puis, on a un deuxième problème, c'est que un z-score de 2 et un z-score de -2, ça ne veut pas dire la même chose. Et ça, c'est quelque chose d'anormal. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous faites une normalisation par z-score, vous ne touchez pas la forme de votre distribution. Hein, vous la translatez, vous la dilatez, hein, mais si ce n'est pas gaussien en entrée, ça ne sera pas gaussien en sortie. Ça, c'est un point assez important parce que y a des gens, derrière le mot normalisation, ils entendent gaussianisation, la loi normale, si vous voulez. Une petite anecdote, mais avant je travaillais un peu dans le monde des neurosciences, j'analysais des données neurophysiologiques, et j'ai croisé un médecin qui avait tout un pipeline d'analyse du sommeil, et puis à la fin il appliquait un test statistique qui s'appelle l'ANOVA, c'est de l'analyse de variance, je ne rentre pas dans les détails. Le point important à retenir, c'est que ce test-là, il exige que votre donnée soit gaussienne. Et donc je lui ai dit, ben, est-ce que tu as vérifié les hypothèses de gaussianité? Est-ce que tu as fait un test de normalité ou des choses comme ça? Il me dit, ben non, j'ai fait une normalisation par z-score, donc mes données sont normales. Voilà. Et c'est vraiment ce jour-là où je me suis dit que le mot normalisation, en fait, c'est un mot super dangereux parce qu'en fait, ça peut dire un peu tout et son contraire. Donc, premier point de vocabulaire, moi ce que je vous conseille, c'est de dire, dans ce cas-là, on ne parle pas de données normalisées, mais plutôt de données remises à l'échelle. Voilà. Alors, bon, son cas n'était pas perdu. Ah voilà, c'était pas animé tout à l'heure. Bon, je sais pas trop ce qui se passe. Son cas n'est pas perdu parce que, voilà, moi je lui ai conseillé d'appliquer ce qu'on appelle un z-score géométrique, ça veut dire que vous utilisez la moyenne géométrique, peut-être que ça vous dit vaguement des souvenirs, et puis la déviation standard géométrique, et quand vous appliquez ça sur des données qui sont log normales, ça vous donne des données qui sont quasi gaussiennes, en tout cas, vous vérifiez très bien enfin si vous faites un QQ-plot ou des tests de Shapiro ou Wilk et des choses comme ça, vous passerez les tests de normalité, vous aurez le droit d'appliquer une ANOVA sereinement. Hein, parce que bon, bah, vous pouvez toujours l'appliquer sur des données non gaussiennes, mais la valeur que vous obtenez, eh ben, elle n'a aucune validité. C'est un peu comme si une probabilité n'était pas sur l'intervalle 0,1, on ne sait pas trop comment l'interpréter. Donc le grand danger, c'est de faire des bêtises sans s'en rendre compte. Alors pour faire ces normalisations, on utilise des moments statistiques. Alors bon, les premiers moments, vous connaissez tous, hein, la moyenne. Il y a une variante qui est peut-être un peu moins maîtrisée, qui est la médiane, donc c'est la valeur centrale, vous avez autant de valeurs plus petites que plus grandes. Donc sur l'histogramme, ça correspond à voir la surface à gauche du trait bleu est égale à la surface à droite. Et puis, voilà, il y a le mode qui est vraiment la valeur la plus fréquente. Et il faut bien comprendre que ces trois valeurs sont égales que quand votre distribution est symétrique. Ce qui est rarement le cas sur des données réelles. Hein. Et donc, la plupart du temps, les gens pensent estimer la tendance centrale avec une moyenne,
alors qu'ils n'ont jamais tracé leur distribution pour voir un peu quelle tête ça a. Et potentiellement, cette moyenne, elle peut être vraiment impactée. Si vous avez une valeur très très loin, et ben, votre moyenne va être impactée. Rappelez-vous, en prépa, le gars qui allait avoir le NS, il a impacté complètement la moyenne. Tout le monde avait 1, lui il avait 20, et en fait, il décalait complètement la moyenne. Ben voilà, c'est très exactement ça. Donc vous avez des estimateurs qui sont un peu plus robustes, et quand vous traitez des données réelles, ben en fait, c'est quand même très très utile. Alors, il y a les moments d'entre-deux, hein, parce qu'on divise par la déviation, enfin par l'écart type. Donc chaque moment d'ordre 1 a un peu son équivalent. Hein. Et puis, bah, pareil, vous pouvez calculer un z-score. Et donc là, vous avez l'équivalent du z-score avec la médiane. Bon, il y a un facteur correctif. Je ne rentre pas dans les détails, c'est des histoires de consistance d'estimateurs. Ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle des statistiques robustes. Ça veut dire que si vous avez des points aberrants qui sont très très loin de chaque côté de votre distribution, eh ben, ça ne va pas impacter votre traitement. Et ça, c'est quand même un point qui est fondamental. Donc, il y a d'autres types de remises à l'échelle qui utilisent les min et max. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça fait qu'en sortie, vos valeurs vivent sur des intervalles qui sont maîtrisés, et ça peut être très utile quand vous passez à l'étape d'après et que votre traitement ne peut pas traiter d'autres valeurs. Bon, voilà, en sachant que comme ça utilise le min et le max, c'est assez sensible aux valeurs aberrantes, donc parfois il faut prendre le temps de les enlever avant et puis d'appliquer la normalisation après. Il y a un autre type de traitement qui est le fait d'utiliser la notion de norme. Donc là, on commence à rentrer doucement dans l'algèbre linéaire, mais vous avez un vecteur, et puis sur cet espace vectoriel, vous avez une norme, et vous voulez rendre votre vecteur d'une certaine manière unitaire, de norme unitaire. Et là, pareil, ça vous permet d'avoir vos valeurs qui vivent sur un intervalle maîtrisé. Et vous avez, comme il existe plusieurs normes, vous avez, on va dire, chacune va vous donner des propriétés un peu différentes, et donc c'est à vous de choisir celle qui convient dans votre traitement. Et là, dans ce cas-là, on a plutôt envie de parler de normer au sens de la norme. On norme le vecteur, on norme la donnée. On va passer au cas multivarié pour que ce soit un peu plus drôle. Donc maintenant, on traite un vecteur. Donc la première manière d'étendre ce qu'on a vu, le z-score, c'est de faire ça composante par composante. Donc voilà, j'ai mis un indice n. Là, vous avez votre donnée originale. Vous voyez que deuxième étape, elle est centrée, ça veut dire elle est centrée en 0. Et puis après, les écarts types sont tous égaux à 1. Alors ça, c'est bien, mais on est quand même, on reste un peu sur notre fin parce que vous voyez là, l'ellipse, elle a un angle. Et cet angle, il vous capture la corrélation que vous avez entre vos deux variables. Et quand on fait de l'analyse de données, souvent on aime bien décorréler les variables. Et donc, il y a une méthode qui s'appelle le blanchiment qui vous fait ça. Alors, l'équation paraît un peu barbare, on va la détailler. Vous voyez, la grande matrice sigma, c'est la matrice de covariance. Et puis, x mon mus, maintenant ce sont des vecteurs. Ça réalise votre numérateur. Et cette matrice de covariance, sur la diagonale, vous allez retrouver les variances. Donc, on va dire les sigma carrés, les sigma n carrés. Mais des termes hors diagonaux, vous allez capturer tout ce qui est de l'ordre de vos corrélations, hein, ce qu'on appelle les covariances. Et donc quand vous allez inverser, vous allez annuler tous ces termes-là, et vous allez obtenir un nuage de points, typiquement qui est sphérique, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi sphering en anglais. Et alors, on fait ça parce que justement dans ce nouvel espace, il n'y a plus de corrélation entre vos variables. Donc ça c'est très bien. Et ça améliore le conditionnement du problème. Alors le conditionnement, c'est une notion d'algèbre linéaire peut-être un peu poussée, c'est la plus grande des valeurs propres divisée par la plus petite. Donc pour faire simple, c'est quand vous avez votre ellipse là, un cas 2D, donc c'est assez facile, vous prenez le demi-grand axe que vous divisez par le demi-petit axe. Donc là, ça n'a pas l'air méchant, hein, mais sur un problème assez simple, dès que vous êtes à peine en dimension 10, vous pouvez avoir des conditionnements de l'ordre du million, du milliard, voilà, ça peut exploser très très vite. Et on va le voir par la suite en machine learning, ça nous pose d'énormes problèmes. Donc,
on blanchit, et vous voyez que bah là, si vous calculez dans cet espace blanchi, si vous calculez votre conditionnement, bah, ça vaut 1. Donc c'est le cas parfait. Votre optimiseur vous dira merci. Alors un petit point, il ne faut pas confondre ça avec la réduction de dimension. Souvent c'est des choses qu'on fait à peu près en même temps dans la chaîne de traitement. Mais on peut réduire sans blanchir et inversement. Et puis on peut faire les deux, c'est d'ailleurs très bien. On blanchit l'espace réduit, comme ça on est au top de ce qu'on peut faire. Voilà, alors promis, c'est la dernière normalisation qui peut exister. C'est la transformation par quantile. Au fait, on vient rééchantillonner les distributions. Donc on utilise les fonctions cumulatives pour littéralement modifier la forme des distributions de vos données. Donc ici vous avez votre donnée originale. Comme elle n'est pas remise à l'échelle, on ne voit rien. Donc vous appliquez un z-score, vous avez cette donnée, bon, on est content. Bon, ça ressemble un petit peu à des gaussiennes, mais c'est pas parfait. Et donc il y a des fonctions qui vous permettent d'avoir des gaussiennes parfaites. En traitement d'image, il y a une transformation qui est un peu similaire qui s'appelle l'égalisation d'histogramme. Au lieu d'avoir des gaussiennes en sortie, vous avez un histogramme uniforme. Voilà. Et on aime bien faire ça typiquement pour rehausser le contraste d'une image. Ben là, vous pouvez faire exactement la même chose vers une distribution gaussienne. Et donc dans ce cas-là, on a envie de dire que ben, la donnée, elle n'est pas normalisée, elle est plutôt gaussianisée, quoi. Là, pour le coup, en sortie, c'est une gaussienne parfaite, quoi. Là, c'est top. Donc voilà, c'est fini pour la partie méthodo, vous avez tenu le coup. Maintenant, je vais vous montrer que ces différentes normalisations, on va les retrouver un peu tout au long de la chaîne de traitement, voilà, avec différents exemples. Premier exemple assez connu, le machine learning. Donc le problème du machine learning, c'est on a un jeu de données, puis on essaye d'entraîner un classifieur ou un régresseur, ce que vous voulez. Puis voilà, il y a différents paramètres, donc là je les ai appelés P1, P2. Et puis, dans cet espace de paramètres, on va trouver celui qui minimise la fonction de coût. Et donc, quand on fait ça à l'aide d'un gradient, on peut se retrouver sur une fonctionnelle qui a, voilà, vous voyez qu'il y a une tête très très allongée, qui fait que le gradient va converger très très lentement, parce que voilà, il va faire plein de petites itérations pour avancer jusqu'au fond du canyon, d'une certaine manière. Voire, quand vous mettez un garde-fou, vous dites bon, au bout de 1000 itérations, si tu n'as pas fini, tu t'arrêtes. Vous pouvez arrêter votre entraînement alors que vous n'avez pas encore atteint vos paramètres optimaux. Donc, en sortie de votre algorithme, vous rendez un classifieur qui n'est pas du tout optimal. Donc ça, c'est un peu dramatique. Et donc, ce qu'on fait, c'est on normalise. Alors là, c'est même le top de la normalisation, parce que là, vous avez blanchi, hein, vous reconnaissez le cercle. Donc, dans le domaine, on appelle ça du feature scaling. Donc en fait, c'est bien parce que voilà, la surface est bien sphérique et ça fait que toutes les approches d'optimisation qui ne prennent pas en compte la courbure de cette fonctionnelle vont converger beaucoup plus vite. Donc la courbure, souvent, est estimée avec ce qu'on appelle la hessienne, et ça, c'est assez lourd à calculer, donc souvent, on n'aime pas trop le faire, et donc on préfère mieux conditionner le problème, et puis comme ça, on sait que ça va converger tout seul. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, vous êtes peut-être des utilisateurs de machine learning, donc vous connaissez les grands noms, je ne sais pas, SVM, réseau de neurones, classifieur naïf bayésien, des choses comme ça. Mais en dessous de toutes ces méthodes-là, derrière, d'une certaine manière, si vous soulevez le capot, le moteur, c'est souvent des optimiseurs, voilà, des centres stochastiques, c'est probablement la plus connue, mais il y en a tout un tas d'autres. Et toutes ces méthodes sont sensibles à ce problème-là. Donc c'est très important parce que quand vous faites, je ne sais pas quelle méthode, point fit, souvent derrière il y a ça. Et si vous creusez un peu la doc, peut-être que dans les hyperparamètres de la méthode, vous trouverez un endroit, un paramètre qui vous permet de changer justement l'optimiseur. Si vous êtes expert du domaine, vous pouvez décider de changer. Et voilà, c'est très important parce que ça fait que de temps en temps, on vous donne des modèles, on vous dit voilà, j'ai appris mon modèle, et en fait, vous pensez que votre modèle est bien optimisé, et en fait, c'est pas le cas. Alors, il faut quand même noter qu'il y a des méthodes en machine learning qui ne sont pas sensibles
à la normalisation. Voilà, donc tout ce qui est à base d'arbres, hein, les random forest, et puis on va dire tout ce qui va derrière, gradient boosting et tout. Souvent on travaille avec les données brutes, comme ça on a des valeurs de seuil qui sont interprétables, on aime bien. Mais il y a d'autres classifieurs qui possèdent intrinsèquement la gestion, on va dire, chaque variable a un peu un coefficient, en fait c'est géré un peu de manière automatique, enfin il n'y a pas besoin de normaliser. C'est pris en compte de manière intrinsèque. Voilà. Donc deuxième exemple, l'anomalie de détection. Donc ça c'est un domaine assez important. Voilà, donc là c'est un article qui fait un peu état de l'art, commence un peu à vieillir quand même. Donc principalement ce qui marche bien en détection d'anomalies, c'est le SVM in class, ça marche bien. Bon, depuis il y a eu pas mal les autoencodeurs en deep learning. Donc moi je voulais vous proposer qu'on reprenne un peu ce qu'on a appris dans la partie précédente. Donc on va directement modéliser les caractéristiques. Donc là c'est le cas univarié, donc vous avez juste une valeur. Ce que vous pouvez faire, c'est vous modélisez avec un z-score, et dès que la valeur du z-score devient trop forte, vous décidez d'un seuil, et puis vous dites voilà, là j'ai une anomalie, je seuil et je dégage. Bon, une approche un peu naïve. Donc quand vous avez n valeurs, parce que vous avez n caractéristiques, et la première généralisation, c'est d'appliquer plein de z-score, n z-score, et puis d'appliquer n seuil. Alors ça, souvent, on n'aime pas trop, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle des effets de seuil. Ça veut dire que si tout le monde dit c'est ok, le point est dans la distribution, sauf une dimension, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Est-ce qu'on dit ok, est-ce qu'on les fait voter, est-ce qu'il y a des pondérations, enfin voilà, on s'en sort pas, il faut mettre des méta-méthodes, enfin bon. Donc c'est souvent quelque chose qu'on n'aime pas trop faire, et puis il y a toujours ce côté effet de seuil, c'est-à-dire si vous êtes juste de l'autre côté du seuil, pas de peau, voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à régler et qu'on n'aime pas trop faire. Donc l'autre manière de faire, qui est très élégante, c'est la distance de Manon. Vous voyez l'équation, elle peut paraître un peu barbare, mais si vous repensez au blanchiment, la sortie du blanchiment, qu'on vous l'appelez Z, ça c'est rien d'autre que la racine carré de Z transpose Z. Et en fait, c'est la distance euclidienne après blanchiment. Donc on peut le voir sur le dessin, parce que c'est toujours plus facile avec un dessin. Vous avez 4 points là, les 4 gros points, ils sont tous à équidistance du point 0. Donc ils sont tous à racine, enfin en distance euclidienne, ils sont à racine carrée de 2 de l'origine. Maintenant, si vous prenez en compte la distribution, vous dites les points bleus, ils sont dans la distribution, ils appartiennent à la distribution selon l'axe, la grande diagonale. Ça veut dire qu'ils ont un z-score qui est plutôt faible, alors que les points jaunes, au contraire, on voit que selon l'autre axe, ils sortent. Voilà. Donc ils vont avoir des distances plus grandes par rapport à la distribution. Et donc si vous essayez d'appliquer une forme de blanchiment de tête, c'est-à-dire que cette ellipse, vous la transformez en cercle, vous allez sentir que les points bleus vont rentrer dans le cercle. Si, ça se fait de tête. Et les points jaunes vont s'écarter. Et donc que la distance de Malabis des points jaunes sera plus grande que les points bleus. Voilà. Donc voilà. Et donc cette distance-là, elle va être très élégante parce qu'en une valeur, vous allez détecter les points aberrants. Et ça va intégrer toutes les dimensions. Et ça va intégrer potentiellement les termes de corrélation entre vos composantes. Donc c'est vraiment top. Et donc c'est ce qui fait que c'est une des méthodes très employées pour la détection d'anomalies en machine learning. Donc c'est très bien, on retombe sur ce qui existe déjà. Et maintenant, je voulais, on va dire, raffiner un peu cette approche-là et non pas modéliser les caractéristiques directement, mais modéliser les distances à la caractéristique moyenne. Donc en fait, c'est un algorithme assez simple, je vais vous l'illustrer en haut. Donc, vous avez des points. Potentiellement, ça peut être des scalaires, des vecteurs, des matrices, ou même des tenseurs. Vous calculez une moyenne, donc en noir. Vous calculez toutes les distances à la moyenne. Ça, vous en faites un histogramme. Alors, comme les distances, c'est des choses qui se distribuent de manière log normale, on va estimer un z-score. Alors si vous avez bien suivi, on va utiliser un z-score géométrique. Merci, géométrique. Et sur
sur ce z-score géométrique, on applique un seuil, et en fait, ça vous exclut directement les points qui sont au-delà du seuil sur les z-scores des distances, et ça marche bien. Donc ça vous fait un cercle en 2D, ça vous fait une sphère en 3D, et puis après, on appelle ça des hypersphères. C'était sérieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien, parce que c'est un classifiant de classe, il n'y a pas besoin d'un apprentissage supervisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de labelliser chacun des échantillons que vous mettez, en disant lui il est contaminé, lui il l'est pas. Bon, faut juste qu'il n'y ait pas trop de données contaminées, parce que sinon vous allez calibrer de la donnée contaminée. C'est une approche qui ne réclame pas beaucoup de données, ça c'est quand même assez important, et qui est assez simple à expliquer. Moi j'ai expliqué ça à des médecins, bon, alors c'était des matrices de covariance, le point noir, et au fait c'était assez facile à faire, et je ne sais pas si j'aurais été capable d'expliquer un SVM in class avec le kernel trick pour épouser les non-linéarités du problème, et enfin vous voyez, c'était pas possible pour moi. Donc ça c'est quelque chose quand même, le point noir, on peut le représenter et facilement l'expliquer à quelqu'un. Alors il y a quelque chose qui est super, c'est que on peut changer la moyenne qu'on utilise et la distance. Donc là c'est un exemple qui utilise la géométrie riemannienne. Comme on travaille sur des matrices de covariance, ce sont des éléments mathématiques qui ne se traitent pas en géométrie euclidienne classique, que vous connaissez tous au lycée. On utilise la géométrie riemannienne, et vous voyez, au lieu d'avoir une sphère en 3D, on a une forme de patatoïde, parce que justement c'est pas linéaire. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'on est capable d'adapter cet algorithme tout simple, on peut l'adapter à notre problème si on est capable de bien comprendre quelle est la géométrie qu'il faut utiliser. Donc un peu toujours la même idée, il y en a qui ont remplacé la distance par des distances de transport optimales. Vous savez, depuis les travaux de Cédric Villani, ça pousse très fort dans le domaine applicatif sur ces thèmes-là. Et pareil, ils font beaucoup mieux que les SVM in class qui, dans leur domaine, étaient l'état de l'art jusqu'à encore quelques mois. Voilà, donc il y a vraiment des choses très très fortes derrière un algorithme tout simple. Et de même qu'on était capable de casser l'hypothèse un peu linéaire en utilisant une géométrie adaptée, on peut casser aussi l'hypothèse que j'ai pas dit, mais bon, en haut on n'a qu'un seul mode, qu'un seul cluster, et bon, parfois c'est pas très adapté aux données, donc voilà, il y a des extensions multimodales, il y a une équipe polonaise qui a fait ça, donc ça marche vraiment très très bien. Donc pour vous montrer à quel point ça marche bien, j'ai voulu vous donner un exemple de cette fameuse patate riemannienne. Donc ce sont des données temps série. Voilà, donc il y a 2 capteurs. Bon, on peut traiter avec n capteurs, mais c'est plus simple de vous montrer avec 2 capteurs. On calcule la matrice de covariance, donc c'est une matrice de 2. Vous avez les variances sur la diagonale, la covariance hors diagonale enfin c'est symétrique. Et puis on peut représenter la donnée comme un point dans un espace 2D. Voilà. Il y a une des dimensions que j'ai fait sauter. Donc en noir, vous avez toujours la covariance moyenne, et puis on fait glisser une fenêtre d'estimation, on estime la covariance, et puis on est capable de la tracer à l'écran. Alors le rendu est très très moche, mais normalement, peut-être ceux qui sont devant ils voient, il y a vraiment des petits points bleus, qui est l'estimation de la covariance à chaque fois que vous décalez la fenêtre vraiment d'un échantillon. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que dès qu'il y a cette forme d'anomalie là au milieu, et hop, votre covariance elle sort de votre zone de détection, et puis voilà, elle rentre dedans quand c'est fini, quoi. Et donc ça c'est un détecteur qui marche très bien, qu'on peut déployer en temps réel. Nous on l'a mis dans un dispositif médical, ça tourne en temps réel à 250 Hz, donc voilà, vous avez vraiment la capacité à détecter des outliers à la volée, c'est très très puissant. Troisième exemple sur le deep learning, donc c'est quelque chose qui est très à la mode, donc je pense que tout le monde est très intéressé. Donc un bref rappel sur comment fonctionne un réseau de neurones. Vous prenez une image, alors bon c'est pour différencier les loups et les renards, parce que chez Luxstream on aime bien les renards, puis bon les chats et les chiens, ça devient un peu commun et rasoir. Vous prenez les valeurs des pixels brutes, et puis vous les mettez dans une première couche, la couche d'entrée. Et puis un réseau de neurones, en fait, c'est une cascade d'opérateurs linéaires et de non-linéarité scalaire qui petit à petit viennent transformer votre information, qu'au début très très locale et très tournée image, vers une information de plus en plus abstraite et sémantique.
à tel point que vous voyez qu'en sortie du réseau, vous avez plus de 2 neurones, et il y a un neurone qui code l'information renard, et puis l'autre loup. Voilà. Donc bon, maintenant ça marche bien, mais faut voir que pendant des années et des années, les chercheurs n'ont pas su optimiser, enfin, n'ont pas su, c'était difficile d'optimiser les poids de ces couches intermédiaires, là, les couches cachées. Dès que ça devenait un peu profond, on avait du mal à optimiser les poids pour obtenir la bonne réponse. Donc c'était un problème assez difficile, qui a été résolu, on va dire, avec des éléments qui viennent de différents endroits, plus de données, plus de calculs, des architectures différentes et tout. Et notamment, là-dedans, il y a une équipe en 2015 donc c'est une équipe de Google qui a sorti un réseau qui s'appelle Inception V2. Donc le Inception V1 s'appelle GoogleNet, pour ceux qui connaissent bien, parce qu'il y a des éminents spécialistes dans la salle. Et donc dans leur version 2, ils ont apporté un raffinement qui s'appelle la batch normalisation. Donc le problème, c'est que quand vous optimisez ce réseau-là, vous voyez, vous avez différentes couches, vous regardez votre erreur en sortie, et puis vous allez la rétro-propager vers le bas de votre réseau, et puis vous allez corriger les poids pour que l'erreur diminue. Donc ça marche bien, mais quand vous regardez la couche du milieu, les couches avant sont modifiées, mais les couches après aussi. Et ça va être un vrai problème, parce que vous avez modifié vos poids pour que ça colle bien à ce qui s'est passé avant, mais comme la rétropropagation a aussi modifié les poids qui viennent après, à l'itération d'après, et en fait il y a un vrai décalage entre la couche d'avant et puis vous, les poids que vous avez appris. Il y a une forme de décalage qui s'appelle ce qu'on appelle le covariate shift, et qui fait que vos poids ils vont soit tous passer dans la partie linéaire de la porte relue, soit que dans la partie non linéaire, et ça va créer des instabilités dans votre apprentissage. Donc les instabilités dans l'apprentissage des réseaux de neurones, ça c'est connu depuis qu'il y a des réseaux de neurones, et donc la seule manière de faire depuis le début, c'est de dire on va ralentir l'apprentissage, c'est-à-dire que votre gradient, il y a toujours un taux d'apprentissage qui est associé, hein. Et donc ça a toujours été un peu de la bidouille, c'est-à-dire que quand on voit que le réseau apprend mal, que voilà, on ralentit un peu la vitesse d'apprentissage, et puis ça prend plus de temps, mais ça apprend. Voilà. Et donc cette équipe de Google a tout simplement utilisé un Z-score, et puis ils ont publié. Voilà. Bon, ils n'ont pas fait qu'un Z-score, ils ont aussi montré à quel point c'était génial. Et donc en fait, ce qui fait que à chaque couche, vous appliquez un Z-score qui fait que vos valeurs sont toujours, même s'il y a ce fameux décalage qui passe à travers un Z-score, ce qui fait que vos valeurs sont toujours globalement dans la même fourchette, et il n'y a plus ce décalage. En fait, vous réduisez énormément les variations d'une itération à l'autre. Et ça fait que pour un même taux d'apprentissage, vous apprenez beaucoup plus vite. Vous regardez sur le dessin là, vous avez les deux courbes continues qui sont pour des taux d'apprentissage plutôt faibles. Donc, vous voyez que la courbe rouge, il n'y a pas de batch normalisation, elle apprend. Bon, celle en bleu, elle fait un peu mieux, mais il n'y a rien qui saute forcément aux yeux. Par contre, quand vous augmentez le taux d'apprentissage, vous passez à 0,5, et vous voyez que le réseau en rouge tiré, là, il apprend plus rien. Et donc typiquement, la batch normalisation, c'est quelque chose qui fait qu'on apprend aujourd'hui sur des jeux de données, on apprend des réseaux vraiment de manière très très rapide, parce que justement, cette batch normalisation diminue énormément les instabilités. Et donc ce qui autrefois prenait plusieurs semaines, aujourd'hui, en plus avec l'avancement des GPU, c'est quelques heures à peine et puis c'est fini, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été assez révolutionnaire en termes d'apprentissage et voilà, de deep learning. Bon, alors cette explication de la batch normalisation, elle est un peu contestée aujourd'hui par une équipe du MIT, mais bon, comme c'est un problème qui n'est pas encore clos, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais bon, voilà, il faut juste, si jamais il y a des spécialistes. Un point important quand même à noter, tout ce qui est pré-traitement, normalisation et tout, normalement en deep learning, on ne fait pas de normalisation de données. Hein. La grande promesse du deep learning, c'est que, vous vous rappelez le pipeline de machine learning que j'ai présenté au début, la grande promesse du deep learning, c'est de dire, en fait, on passe directement de la donnée brute au score. Il n'y a plus ces étapes intermédiaires à faire de
pré-traiter, extraire les caractéristiques, voilà, tout ça on ne le fait plus. Si votre réseau est bien fait, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais s'il est bien fait, en fait, vous n'avez plus besoin de normaliser votre donnée. Voilà. Et donc, souvent, si normaliser votre donnée améliore vos résultats, c'est que votre réseau n'est pas encore optimal. Donc, typiquement, les batchs de normalisation, souvent, il y a des gens qui faisaient du feature scaling avant d'entraîner leur réseau. Depuis la batch de normalisation, normalement, il n'y a plus aucun impact, quoi. Ils peuvent le faire ou pas le faire, normalement, ça n'a plus du tout d'impact, parce que c'est le réseau qui est capable d'encoder les invariants de votre problème, vous n'avez pas à lui pré-mâcher le travail. Voilà. Dernier exemple, les tests d'hypothèse en statistique. Donc ça c'est quelque chose, je ne sais pas si vous êtes très familier, peut-être en data science il y a moins de gens qui font ça. Donc en fait, on va utiliser un exemple assez illustratif. Hein. Bon, vous fabriquez un médicament contre, je ne sais pas, la grippe, hein, parce que voilà, chaque année il faut un nouveau traitement à cause des mutations. Et donc pour savoir si c'est efficace, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous tirez au hasard dans une population des gens, et puis vous les répartissez au hasard entre deux groupes. Et puis dans un groupe, vous allez donner votre vrai médicament, et puis dans l'autre, ben, ça sera une gélule avec juste du sucre. Et vous allez mesurer un score clinique objectif qui va vous dire, bah voilà, est-ce qu'il est guéri ou pas, est-ce qu'il est encore la grippe ou pas. Et l'hypothèse que vous formulez, c'est que il n'y a pas de différence entre les deux traitements. En gros, vous ne vendez pas du sucre, vous avez mis beaucoup de recherches dans un truc, mais en fait ça ne sert à rien. Et forcément, cette hypothèse, vous allez essayer de la rejeter. Vous allez la tester, vous allez essayer de rejeter ça en disant, non, les deux traitements ne sont pas équivalents. Donc d'un point de vue statistique, on va formuler donc, sous l'hypothèse H0, hein, c'est-à-dire en se disant que l'hypothèse est vraie, quelle est la probabilité d'obtenir la différence entre les moyennes? Ça veut dire que sur vos échelles cliniques, vous avez calculé un certain nombre de statistiques, des moyennes, des écarts types et tout. Quelle est la probabilité d'obtenir la différence? En gros, vous allez regarder un peu le traitement moyen de chacun de vos groupes, vous allez dire quelle est la probabilité d'obtenir cette différence entre mes deux groupes. Alors pour résoudre ce problème, on utilise un test de student non appairé, et puis ça permet aussi d'obtenir une fameuse valeur P, donc la fameuse p-value dont on entend beaucoup parler en sciences et en statistique. Alors, qu'est-ce que c'est cette p-value? Parce qu'elle est souvent très très mal comprise, donc là vous avez une distribution, et en fait c'est l'air sous la courbe au-delà de votre point observé. Et donc si vous voulez, vraiment si vous voulez avoir une bonne définition de ce que c'est vraiment le degré de compatibilité entre votre donnée et votre hypothèse nulle estimée vraie. Voilà. Parce que souvent elle est confondue avec la probabilité a posteriori, on va voir ça sur le slide d'après. Et donc le principe c'est que si elle est suffisamment faible, au-delà d'un certain seuil, donc souvent c'est fixé à 5% de manière assez arbitraire, hein, il y a des grands débats là-dessus, vous dites, bah voilà, la probabilité est trop faible, donc je rejette mon hypothèse nulle, donc je rejette le fait que mes deux traitements, il n'y ait pas de différence. Voilà. Donc c'est ça le principe méthodologique. Hein. Donc très bien, mais c'est comme toujours, il y a des hypothèses associées, donc voilà, est-ce que la donnée c'est négocienne, est-ce que les variances entre vos deux groupes sont égales, voilà. Et donc si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de panique. Hein. Donc vous pouvez, déjà il y a tout un tas de tests qui existent pour vérifier la normalité des données. Et puis si elles ne sont pas normales, donc soit vous les gaussianisez, soit vous appliquez des tests non paramétriques, c'est-à-dire des tests qui vont utiliser les statistiques de rang, hein, les statistiques ordinales, et qui n'ont pas besoin, qui ne font aucune hypothèse sur votre donnée. Donc voilà, la boîte à outils est immense, il faut juste utiliser voilà, les bonnes choses. Et on va dire, à chaque test qui fait une hypothèse gaussienne, vous avez son pendant non paramétrique qui ne fait aucune hypothèse. Donc il faut aller piocher, hein, c'est un peu comme les particules, les antiparticules, chacun sont symétriques, donc il faut aller prendre au bon endroit. Voilà. Mais ce qui est très important, c'est que si vous calculez une valeur P en n'ayant pas vérifié les hypothèses sous-jacentes à votre test, vous allez publier, alors peut-être même dans des super papiers, Nature Science et tout, des trucs juste qui sont
faux au sens où la valeur que vous obtenez n'est pas interprétable. C'est-à-dire que, ben voilà, numériquement, vous obtenez un résultat, en réalité, vous êtes pris les pieds dans le tapis et vous ne le savez pas. Donc, on va dire, vous n'êtes pas là à construire l'édifice de la science, au contraire, vous mettez des briques qui sont complètement déjà, on va dire, érodées, mauvaises, enfin voilà, qui vont faire que les autres vont bâtir dessus, puis en fait, c'est faux, quoi, tout simplement. Donc voilà, pour filer un peu la métaphore sur l'histoire des particules, je voulais évoquer avec vous l'histoire du boson de Higgs. Donc normalement, vous en avez tous entendu parler. C'est une particule, voilà. Ils en parlaient depuis très très longtemps, et puis au CERN, ils ont fait une expérience qui a duré pendant des années, et puis ils ont cumulé de la donnée, et puis au bout d'un moment, ils ont dit, voilà, on peut calculer une p-value. Et en fait, ils ont fait exactement la même chose, hein. Cette histoire de test d'hypothèse, vous le retrouvez partout, hein. Là c'était en médecine, mais c'est vrai en astrophysique, en biologie, partout. Donc c'est ce qu'ils ont fait, hein, vraiment. Donc H0, l'hypothèse nulle, c'était que le monde ne contenait pas le boson de Higgs. Puis hypothèse alternative, il y a un boson de Higgs. Ils ont cumulé toutes leurs données D, et puis ils ont dit, voilà, notre p-value, donc c'était une p-value qui était vraiment très sévère sur le seuil de risque, hein, le seuil alpha, un seuil à 5 sigma. Voilà, c'était encore plus petit qu'une chance sur 3,5 millions, donc voilà. Wow. Et donc dans la foulée, on a eu tout un tas de papiers du genre celui-là, voilà, qui nous dit le boson de Higgs est découvert avec 99,99999, voilà. Donc bon, peut-être que ça vous choque pas encore, je vais essayer de vous le démontrer à quel point c'est choquant. Donc pour faire ça, je vais d'abord rappeler une loi un peu fondamentale en statistique qu'on appelle la loi de Bayes. Donc c'est une loi qui vous permet, on va dire, d'échanger un peu causes et conséquences dans les probabilités. Donc le terme tout à gauche, c'est ce qu'on appelle la probabilité a posteriori. Donc c'est la probabilité que l'hypothèse H0 soit vraie, étant donné que vous avez observé les données D. Le premier terme à droite, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance, c'est la probabilité d'obtenir les données D, sachant que l'hypothèse H0 est vraie. Mais bon, peut-être qu'elle n'est pas vraie, hein, on ne sait pas, on se pose la question. P de H0, c'est la probabilité que H0 soit vrai. Et puis P de D, c'est la probabilité sur les données. Bon, c'est un terme qui est souvent difficile à estimer, donc bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais si vous voulez, le point qui est très très important, c'est qu'il y a très souvent une confusion entre les deux termes. Je sais pas si... Voilà, on confond souvent ce terme-là et ce terme-là. Hein, celui de gauche, c'est la probabilité que l'hypothèse soit vraie, étant donné qu'on observe les données, alors que l'autre, c'est la probabilité d'observer les données, étant donné que H0 est vrai. Et si vous voulez, une vision un peu naïve, mais qui est quand même pas mal, que je vous invite à avoir, c'est de dire que la p-value, c'est la vraisemblance. Pas tout à fait exact, mais c'est déjà une bonne définition. Vous ferez déjà mieux que 95% des gens qui manipulent des valeurs P. Alors, si on essaie de mettre un peu en équation le titre, il nous dit, voilà, la probabilité que l'hypothèse alternative, hein, que le boson de Higgs existe après avoir fait notre expérience, c'est ça. Donc, en fait, quel est le calcul du gars? Il n'y a pas 10 000 manières de rétro-ingénierer son calcul, hein, vous êtes d'accord? Donc il dit c'est 1 moins la probabilité conditionnelle de l'hypothèse nulle, et puis il dit que ça c'est 1 moins la p-value, quoi. Donc c'est juste, en fait, il s'assoit sur la loi de Bayes, quoi, tout simplement. Voilà. Et en fait il n'a pas le droit de faire ça, quoi. C'est juste impossible, quoi. Et bon, alors là c'est le monde, hein, mais c'est tous les articles qui ont fait ça, hein, donc voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne qui a écrit ça, c'est pas juste un journaliste, hein, il a fait l'X, il a un doctorat en sciences, enfin voilà, c'est lui qui check les fake news et les fake sciences au monde, donc plus on est rassuré. Mais voilà, en fait la valeur P, ça devient juste n'importe quoi, tout est possible, quoi, voilà. Et donc, il y a même une page Wikipédia qui recense tout ce qu'il ne faut pas faire sur la valeur P. Et en fait, je vous invite vraiment à la lire et à la relire jusqu'à ce que pour vous ça soit une évidence. Enfin, si vous manipulez des valeurs P, hein, ou si vous voulez avoir une culture générale sur le sujet. Mais c'est vraiment un point fondamental parce que cette valeur P, c'est vraiment le seuil de publication, quoi. En termes de biologie, c'est si vous avez la bonne valeur, vous passez en publication. Et donc, voilà.
il y a vraiment tellement de choses fausses qui se font, c'est incroyable, quoi. Et donc en fait, mon propos c'est, bon peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais en ce moment, dans le domaine des statistiques, il y a une vraie bataille entre deux clans, il y a les fréquentistes et les bayésiens. Alors moi je ne suis pas grand statisticien, donc moi j'observe juste le débat et je ne rentre pas dedans. Je ne cherche pas à réhabiliter la p-value en étant fréquentiste et tout. Je cherche juste à dire, c'est un outil, cet outil il a un mode d'emploi, et donc avant de faire n'importe quoi et qu'après on dise ah, bah, c'est la faute à la valeur P et tout, c'est de dire bah, lisez le mode d'emploi et puis travaillez proprement, quoi. Voilà, c'est juste ça. Donc s'il y a des hypothèses de normalité, bah, vérifiez-les. Et puis voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc message assez simple. Conclusion. Voilà, je tiens les temps, c'est cool. La normalisation, c'est important. Voilà, donc c'est un message simple. Je voulais vous partager cette image parce que pour moi, c'est vraiment une belle analogie de ce que c'est que l'analyse de données. Donc ça s'appelle du skid pant-thread. Donc c'est un couloir assez étroit qui, pour moi, est une belle analogie du pipeline d'analyse. Le skieur qui arrive en haut du couloir, bah, c'est les données qui arrivent en entrée du pipeline. Et le skieur qui sort du couloir, en bas du couloir, et bah, c'est vos données qui ont été traitées et qui sortent de votre pipeline d'analyse. Et donc, bah, entre les deux, il va y avoir tout un tas d'étapes. Hein. Le skieur, il va faire ce qu'on appelle des virages sautés, c'est assez technique, il ne faut pas se planter. Et c'est pareil, vous, en analyse de données, vous allez avoir plein de couches de traitement qui vont s'empiler les unes sur les autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'analogie a quand même des limites. C'est que vous n'avez pas besoin d'être expert en alpinisme, en ski de pant-thread pour comprendre que si le gars il se boite, ça va mal se passer, quoi. Par contre, la gravité étant, il va quand même sortir du couloir et vous allez tout de suite reconnaître qui s'est boité. Hein. Il va être plein de neige, les skis arriveront peut-être avant, après, les bâtons aussi, il faudra peut-être appeler l'hélico, donc ça va être compliqué, quoi. En analyse de données, le pipeline il est très long. Et à moins d'être vraiment l'expert absolu, si vous êtes boité quelque part, ça va être très compliqué de le détecter. Et c'est là où la normalisation c'est vraiment important, c'est que c'est pas juste le premier virage qu'on peut déléguer aux stagiaires parce que c'est le truc qui sert à rien. C'est une notion qui va être tout au long de votre pipeline d'analyse. Du pré-traitement, l'extraction des caractéristiques, le classifiant entraîné, les tests statistiques, tout. Donc si vous ne faites pas attention à cette notion-là, badaboum, mais vous ne vous rendrez pas compte. Voilà. Et donc ça c'est le grand problème, et c'est pour ça que je trouve cette image assez forte. Message numéro 2, donc c'est un terme ambigu, ça peut dire plein de choses très différentes. Et donc moi je vous invite, quand vous discutez avec quelqu'un, on emploie tous ce mot-là parce que c'est un raccourci, hein, donc c'est très bien, mais de vous arrêter, de lever le stylo et de vous dire, voilà, de quoi je veux parler très exactement, qu'est-ce que je veux faire à ma donnée. Est-ce que je veux la normer, est-ce que je veux la remettre à l'échelle, est-ce que je veux la blanchir, est-ce que je veux la gaussianiser. Donc, si vous voulez, le corollaire, c'est que s'il y a un terme qui n'est pas clair parmi ces quatre-là, c'est une invitation à creuser, quoi. C'est-à-dire que vous vous auto-formez, vous trouvez des tutoriels et tout, mais voilà, il faut que les choses deviennent claires, quoi. Parce que sinon, pour continuer sur la métaphore, ça veut dire que vous allez bientôt faire une faute de quart, et puis voilà, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ça se passera moins bien pour la suite. Troisième message, c'est éviter les boîtes noires, parce que il y a vraiment beaucoup d'hypothèses cachées un peu partout. C'est vrai qu'on est une époque merveilleuse, vous tapez 5 mots-clés dans Google, vous tombez directement sur le dépôt GitHub qui va bien, vous installez l'environnement virtuel, et en 2-3 heures, vous êtes déjà en train de traiter votre donnée, c'est incroyable. Derrière une moyenne, il y a une hypothèse de symétrie. Derrière un z-score, il y a une hypothèse de gaussianité. Derrière un dépôt GitHub de 10 000 lignes de code, est-ce que vous imaginez le nombre d'hypothèses? Est-ce que le gars qui l'a codé, il les imagine aussi? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Je l'ai fait, je le fais, voilà. Mais c'est juste de dire, faut lire les papiers associés, il faut lire le code, il faut vous assurer que le code a bien été fait. Vous avez des dépôts, et encore la semaine dernière, un dépôt GitHub qui avait 1000 étoiles, en fait, il y avait une erreur dedans, donc j'ai écrit à l'auteur, on discute et tout. Mais
voilà, faites gaffe, quoi. Prenez le temps de lire, de vous assurer des hypothèses, de vous former, voilà. C'est ce que vous faites ici, hein, donc c'est très bien, mais voilà, faites gaffe aux approches boîte noire parce que vous serez toujours sous-optimaux par rapport à une bonne compréhension de ce que vous faites, quoi. Voilà. Et puis voilà, dernier point, c'est de dire, voilà, votre donnée, il faut la regarder, notamment, bon, voilà, avec des histogrammes, mais vous pouvez utiliser vraiment tout ce que vous voulez. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste, donc en première année, on avait des TP d'électronique et on se faisait fouetter par la personne qui nous faisait le TP en disant mais utilisez votre multimètre, quoi, c'est pas possible, regardez comment votre courant d'entrée se transforme dans vos composants, prenez la tension, voilà, l'ampérage et tout, pour comprendre, juste regarder, quoi. Et ben c'est pareil, ce pipeline d'analyse, il peut être très long, à la fin, bah, forcément, il devient un peu complexe à comprendre, et donc vraiment, prenez le temps de tracer des histogrammes, voilà, de regarder votre donnée, vous serez beaucoup moins surpris quand il y aura des problèmes. Et puis même, vous allez peut-être découvrir des choses aussi sur votre propre traitement. Voilà, vous pensiez que ça se passait comme ça, et en fait pas du tout. Donc ça peut que être bénéfique, on va dire, pour ce que vous essayez de mettre en place. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Ne soyez pas timide, hein. Est-ce que, tu as parlé de deep learning à un moment, et on fait de la batch norm, mais si, je crois que là dans deep learning, on va avoir, quand on fait la batch norm, c'est une normalisation classique, donc un z-score classique. Est-ce que tu as déjà vu des papiers avec un z-score géométrique? Parce que là tu disais qu'on pouvait obtenir des meilleurs résultats, et sinon, qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, le z-score, vous avez tous entendu la question? En fait, est-ce que dans la batch normalisation en deep learning, on pourrait utiliser d'autres types de z-score? Je résume. Ouais. En fait, le z-score géométrique il est parfaitement adapté pour gaussianiser une donnée qui est log normale. Mais il y a vraiment l'idée de gaussianiser. Derrière la batch norm, il n'y a pas d'idée de gaussianiser. En fait, ils veulent juste remettre à l'échelle. Donc quand ils emploient un z-score, en fait, ils l'emploient juste pour recentrer les données autour d'un intervalle qui sera toujours le même. Donc il n'y a pas forcément de besoin d'avoir, on va dire, quelque chose de raffiné. Deuxièmement, je ne l'ai pas dit, hein, mais le z-score géométrique, ça impose que tes valeurs soient strictement positives. Hein. C'est la moyenne géométrique, c'est tu fais non pas la somme des éléments divisé par le nombre, mais le produit des éléments, et tu prends la racine énième, quand tu as n éléments, tu prends la racine énième. Et donc c'est pas défini si tes valeurs sont négatives. Et donc si les couches inférieures de ton réseau te donnent des poids négatifs, tu ne vas pas savoir faire ça. Tu vas racine carrée d'un nombre négatif, voilà, ça va mal se passer. Donc voilà, en fait, la réalité c'est que c'est pas forcément adapté. Ce qu'ils essayent vraiment de faire derrière la batch normalisation, c'est une remise à l'échelle, hein, tout simplement, pour diminuer on va dire, la quantité de variation entre deux itérations d'apprentissage, que ça soit toujours à peu près dans le même range de valeur. Merci. Ouais. J'avais une question par rapport à quand vous avez dit que pour deep learning, il n'y a plus besoin de la normalisation. Mais il me semble que quand on a des inputs qui sont sur des échelles différentes, on ne peut pas, ça marche mal quand on est tous, parce que du coup, il va naturellement plus se concentrer sur ceux qui ont une grande valeur, et si on a un qui est concentré entre 0 et 1, par exemple, des données de 20 et des métaux sont au même niveau, il ne va pas réussir à bien identifier. Ils n'ont pas la même échelle, et du coup, c'est plus recommandé de les mettre à la même échelle. Oui, mais donc, je suis d'accord. En fait, mon propos, c'est de dire la batch normalisation va le faire. Les poids vont s'apprendre. Donc en plus, en face de chaque pixel, s'il y a des pixels qui effectivement sont toujours sur des valeurs très très fortes, je sais pas, votre capteur est mal, il sature toujours sur le même pixel, ça sera toujours des valeurs très très fortes qui seront aberrantes par rapport aux autres. Et en fait, votre réseau, il va finir par apprendre que le coefficient associé, eh ben, il faut qu'il le mette à une certaine valeur. Et puis dès qu'il sera passé dans la batch norm, bah, en fait, ça sera bon. Quoi. D'accord. Mais est-ce que ce sont des pavés qui sont avant 2015 en fait? Non, mais justement, même en faisant la batch normalisation, dans ce cas-là, si vraiment ils sont trop scalés
D'accord, ok. Voilà. Ah, c'est intéressant. Mais voilà, après, moi, ma conviction, vraiment, c'est de dire, voilà, si le réseau est bien fait, normalement, en fait, il doit tout faire d'une certaine manière. C'est un peu l'esclave idéal, si je puis dire. Ça veut dire que toutes les étapes de pré-traitement qu'on faisait autrefois, aujourd'hui, normalement, on n'a plus à les faire. C'est les premières couches du réseau qui les font. Et en plus, qui les font, on va dire, un peu, non pas de manière analytique comme on le faisait autrefois, mais data-driven, voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est quand même des travaux assez récents, donc voilà, il y a peut-être des choses, je creuserai le point. Pardon, j'ai... Ah, ça c'est une question difficile, ça. En fait, ce qui est très intéressant, c'est d'aller lire ce que le CERN a publié. Parce que eux, d'une certaine manière, ils ont utilisé les bons termes. D'une certaine manière, ils auraient dû dire, vraiment, voilà, le degré de compatibilité entre l'expérience et l'hypothèse que le boson de Higgs n'est pas là est très 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 faible. Forcément, c'est moins vendeur pour quand vous sortez du métro et que vous attrapez le journal, lequel vous allez prendre. Donc, en fait, en ce moment même, il y a un grand débat, il y a une tribune qui s'appelle No Fake Science et quelques scientifiques qui sont rassemblés pour essayer un peu justement de parler de comment est-ce que les journalistes devraient parler ou ne devraient pas parler de la science. Enfin, voilà, j'ai pas de réponse toute faite sur le sujet, pareil, j'assiste un peu au débat. C'est un vrai enjeu parce qu'en fait, le problème c'est que on peut avoir des titres très racoleurs sur des sujets, quand on vous dit par exemple, oui, manger tel aliment, ça augmente de 400% le risque du cancer. C'est toujours des types. Alors, vous vendez beaucoup, mais c'est toujours très dangereux, je trouve. Parce que, pour prendre un exemple qui va vous parler, augmenter vos notes de 400%, ça veut dire passer de 1 à 4, enfin, augmenter de 300%. Donc, ça veut dire que votre taux de base, il est plutôt faible, vous voyez. Quand vous passez de 19 à 20, vous n'avez pas un taux de... Voilà, pourtant, c'est plus intéressant. Donc, je sais pas, les titres des journaux, je sais pas répondre à cette question, mais... Voilà, si on adopte un point de vue bayésien, on aurait pu dire, suite à cette expérience, on a énormément augmenté notre confiance dans l'existence du boson de Higgs. Ça aurait été, ça je pense, ça aurait été un bon titre. Voilà. Mais c'est un peu long, il y a des termes techniques, ça se vend moins bien. Quoi. Je sais pas si j'ai répondu, mais... Ouais. On sait que dans les domaines notamment d'études de texte et de mots, généralement les mesures traditionnelles ne fonctionnent pas, la normalisation, tout ça, on doit le faire différemment. Est-ce qu'il y a d'autres domaines à part le texte sur lesquels il faut faire attention avec les normalisations traditionnelles et se dire là ça ne va pas marcher parce qu'il y a vraiment un truc différent dans les données? C'est une vraie question, je ne sais pas si je peux y répondre. Typiquement, moi, NLP, traitement naturel du langage, j'ai pas du tout travaillé, donc je sais même pas, tu vois, je découvre le fait qu'effectivement, les normalisations ne marchent pas. En fait, je pense que le point le plus important à garder en tête, c'est qu'il n'y a jamais d'automatisme. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver et dire, voilà, moi j'ai vu que ça, j'ai pas regardé ma donnée. Je pense qu'il existe toujours des solutions. En tant que chercheur, on trouve toujours dans la boîte à outils quelque chose qui convient. Donc voilà, j'ai pas forcément d'idée d'autres domaines dans lesquels ça marche mal. En termes de deep learning, typiquement, moi ce que je peux dire, c'est qu'il y a tout un tas de domaines où le deep learning n'a pas encore battu l'état de l'art classique du machine learning. Moi je viens d'une communauté qui fait de la neurophysiologie. Le deep learning, il est encore 5 à 10% en dessous des méthodes traditionnelles. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore compris comment normaliser les données? Je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'on n'a pas encore comprises, construites. Voilà. D'autant plus que le deep learning, ce qu'il faut bien voir, c'est que la preuve mathématique de pourquoi ça marche si bien, on ne l'a pas encore. Donc quand ça ne marche pas du tout, on ne sait pas non plus. C'est ce qu'on appelle les exemples adversariaux, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter un petit bruit sur l'image du renard, il va vous classifier ça comme une girafe, et tout le monde reste les bras ballants. Et la preuve mathématique qui vous explique là, ça, et ben en fait, elle n'existe pas encore.
Alors il y en a qui travaillent dur, même. Il y a des Français qui sont assez à la pointe là-dessus. Mais voilà, il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas encore compris et ben voilà, ça fait peut-être partie de cette zone d'ombre qu'il va falloir découvrir dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Gauthier. Pour le reste de questions, n'hésitez pas à rester après parce qu'on va boire quelque chose et ça serait super sympa si on partage ce moment après cette conférence. Merci à tous. Merci.